Alors bonjour à tous, pour la vidéo d'aujourd'hui je vous propose de voir Darktable. Alors Darktable, qu'est-ce que c'est en premier lieu? C'est un logiciel d'érotisation, c'est-à-dire qui permet de prendre les fichiers bruts sortis des appareils photo et de les développer afin d'avoir une photo finale, une photo en format JPEG la plupart du temps. Donc c'est un équivalent, on va dire, de Lightroom, pour le programme le plus connu dans sa catégorie. Alors je dois préciser que je vais utiliser Darktable pour la première fois, je ne l'ai encore jamais ouvert, je ne l'ai jamais encore utilisé, donc je ne sais pas encore tout à fait comment il fonctionne, mais l'avantage de cette vidéo, c'est qu'on va découvrir ça ensemble, et qu'on va y aller pas à pas pour voir un petit peu ce qu'il peut apporter, et que j'ai l'habitude d'utiliser d'habitude Lightroom, donc j'aurai peut-être un petit peu de réflexe par rapport à Lightroom, et au mécanisme de celui-ci. Ça pourra permettre de faire un petit comparatif, même si le but c'est pas de comparer l'un et l'autre, mais de voir ce que peut apporter Darktable, sachant que pour l'instant il n'est pas question que j'abandonne Lightroom et la suite à Adobe par rapport à toute l'habitude que j'ai sur les différents logiciels de la Creative Suite, mais ça permettra d'avoir un complément d'information et d'avoir ce logiciel à portée de main, parce que c'est un logiciel qui a le mérite d'être dans le monde libre et donc de pouvoir apporter rapidement sur des différentes plateformes, puisqu'il est à la fois disponible sur Linux, sur macOS ou même maintenant sur Windows depuis peu. Alors on y va, donc pour l'instant ce qu'on peut voir c'est qu'il y a des outils qui se trouvent sur la gauche et des outils qui se trouvent sur la droite. Donc visiblement, comme là pour l'instant c'est la première ouverture, il n'y a rien d'affiché, d'ailleurs il nous le dit, il n'y a pas d'image dans cette collection. Vous n'avez pas encore importé d'image, vous pouvez le faire dans le module importer. Donc on va faire ça, donc on va aller dans importer. Dans importer, il nous propose d'importer une image, un dossier, de rechercher par un appareil, et il nous dit qu'il n'y a aucun appareil supporté n'a été détecté. Donc on va essayer de récupérer un dossier. Ce dossier là, allez, c'est parti, c'est sélectionné, donc il va nous ouvrir les différentes photos qu'il va trouver dans ce dossier. Donc ici on peut éventuellement faire afficher avec des tris, donc tout sans étoiles, avec quelques étoiles de 1 à 5, rejeter, toutes ça faut rejeter, tri par nom de fichier, par date, heure, par étoile, par numéro, par label, par groupe, par chemin complet, et avec le tri dans un sens ou dans l'autre. On va sélectionner une photo, peu importe. Je vais prendre cette photo là, et donc le but premier de notre visite aujourd'hui, c'est de voir surtout la chambre noire, puisque c'est là-dedans que va se faire le développement. Donc pour ceux qui ont l'habitude sous Lightroom, la table lumineuse c'est le catalogage, donc quand on est dans le dossier bibliothèque, la rubrique bibliothèque, et puis la chambre noire c'est la rubrique, l'onglet développement de Lightroom. Allez, on y va, donc dans la chambre noire. Il faut sélectionner l'image et cliquer sur chambre noire ou double-cliquer sur l'image. Alors donc là, ce qu'il nous fait, donc, c'est nous afficher donc notre image. Et donc on va pouvoir un petit peu jouer sur les différents paramètres. Alors apparemment les outils sont regroupés donc sur la droite, alors que sur la gauche nous avons un petit peu à la manière de Lightroom, donc la possibilité de faire des instantanés, d'avoir l'historique de tout ce qui a été fait comme traitement, une pipette pour pouvoir, je suppose, obtenir une couleur précise. Après la possibilité de mettre des mots-clés un petit peu comme Lightroom, mais là se trouve sur la gauche ou d'être sur la droite. Information de l'image, c'est tout ce qui est l'information de l'image, quand est-ce qu'elle a été prise, son nom, le chemin complet pour l'obtenir, et les différents états, le modèle de l'appareil photo, à quelle ouverture, à quelle exposition, la focale quand c'est disponible ici, c'est un objectif sans électronique, et donc il n'a pas pu récupérer la focale, les ISO, et la date, la largeur, la hauteur, entre autres. On verra ça après. Donc pour le développement, comment ça fonctionne? Donc apparemment, donc on a ici l'histogramme, de façon assez classique.
Donc ici, afficher seulement les modules actifs. Donc si on clique là, il nous affiche que les modules qui sont actifs. Ici, afficher uniquement les modules favoris, sélectionnés dans les plus de modules, ci-dessous. Donc si on veut mettre, on a mis en favori certains modules. Donc pour l'instant, comme je vous ai indiqué, je débute sur Darktable, donc il n'y a rien en favori. Ici, on a des modules de base, un module de tonalité, un module de couleur, un module d'amélioration et les groupes d'effets. Donc par rapport à Lightroom, l'organisation est un peu différente. Ça fonctionne visiblement à l'aide de modules. Allez, on va partir sur les modules de base. Ça me paraît un bon début. Peut-être fermer la pipette, je ne sais pas s'il y a possibilité d'enlever le point. Alors, donc module de base. On a le contraste lumière saturation. Bon, comment ça fonctionne? Donc je suppose qu'il faut déplier le petit triangle. Donc on peut toucher avec celui-là, avec le contraste, la luminosité, la saturation. Alors je pense qu'il faut, voilà, en fait il faut l'allumer en quelque sorte, le démarrer le module. Donc je suppose que si on joue sur les différents niveaux, voilà, donc là on touche à la luminosité, là on touche au contraste, ok, et là la saturation. Donc si vous avez l'habitude de faire des modifications sous Lightroom, ben, c'est à peu près le même principe, mais c'est tout à fait séparé en termes de modules, alors que Lightroom a catégorisé ça de façon plus claire, peut-être plus simple aussi, mais peut-être aussi plus intuitive. Donc là c'est un peu fourre-tout. Donc là après on a des modes de fusion avec désactivé, uniforme, masque dessiné, masque paramétrique, masque dessiné paramétrique. On va faire un masque dessiné pour voir ce que ça donne. Est-ce qu'on peut dessiner quelque chose? Masque dessiné, aucune utilisée. Donc je suppose qu'il faut cliquer sur le petit pinceau là. Et donc là on est dans un masque que l'on dessine, d'accord. Je suppose que notre effet va s'appliquer que sur le masque du coup. Inverser le masque, bon, si on veut s'occuper que du reste et plus du masque, ça c'est paraît logique. L'adoucissement, je suppose, c'est pour gérer le niveau d'adoucissement du masque, faire des bords un peu plus doux et pas de façon brutale. Je sais pas s'il y a la possibilité de voir ce que ça fait. L'opacité du masque, ça paraît logique. Et après le mode de fusion, ben, on va dire que c'est un peu mode à la Photoshop, c'est-à-dire si c'est on joue sur le mode ok, donc ça c'est pas mal. Donc apparemment chaque outil séparé, chaque module a son propre système de masque. Donc qu'est-ce qu'on a aussi? Donc ombre et haute lumière, donc ça on le retrouve aussi sur Lightroom, c'est pour pouvoir jouer sur les ombres et sur les hautes lumières. Donc les ombres ici, on modifie. Vous avez vu d'ailleurs que j'ai pas activé le module, juste en bougeant le curseur, il s'est dit bon bah il faut qu'il veut s'en servir, donc il me l'a activé. C'est une bonne chose pour les têtes en l'air. Donc vous voyez là l'effet notamment sur toutes les parties les plus sombres là. Donc on débouche les ombres comme on peut déboucher les ombres avec les curseurs sous Lightroom. Un module de base. Pareil sur les hautes lumières, je suppose, on va pouvoir donc récupérer et rattraper le plus possible les hautes lumières ou au contraire les accentuer. Ok. Ajuster le point blanc. Ben, ça, on a la même chose sur Lightroom.
c'est faire en sorte que le point le plus blanc soit uniquement ce point là soit visible. On ne dépasse pas le point le plus bas. Donc vous voyez là par rapport à l'histogramme, c'est ce qui se passe ici. Hein. Ici au niveau des hautes lumières. Là la photo est volontairement avec des hautes lumières importantes. Si vous voulez à la limite, je peux vous en sélectionner une autre. Donc comme je voyais sur les ombres et les hautes lumières, donc les ombres, je peux les déboucher pas mal. Parce que c'est vrai que les photos pas mal sous-exposées. Les hautes lumières, ben, je peux essayer de les récupérer aussi pas mal. Là, c'est un peu trop fort. Voilà. L'ajustement du point blanc. Je sais pas s'il y a moyen de le faire en automatique. En double-cliquant dessus peut-être. Donc ça remet à 0. Je sais pas trop s'il y a moyen. Comme dans Lightroom, d'avoir un point blanc soit automatique, soit une aide visuelle. Donc c'est pas mal performant, c'est très poussé, mais c'est vrai que c'est pas mal brouillon avec tout ce qu'il y a comme possibilité, notamment les masques pour chaque module. On s'y perdrait facilement. Bon, je vais garder ça pour l'instant pour le... Je vais mettre du coup un peu de contraste. Pas trop, pas trop, pas trop. Voilà. Un peu de luminosité parce qu'on est bien sûr clairement sous-exposé. Même si c'était en soirée. Pas trop de saturation. Voilà. Après, qu'est-ce que nous avons comme modèle de recadrer et pivoter. Voilà, ça peut nous être utile vu que de toute façon la photo est pas particulièrement on va voir un petit peu pour la rotation. C'est pas très réactif. Pourtant l'ordinateur est pas mauvais. C'est pas évident de suivre. On en est. La perspective. Bon là il y a un gros défaut de perspective, donc c'est peut-être intéressant de s'en occuper. Si je fais vertical, qu'est-ce qu'il va nous faire? Donc il me permet de mettre des points, je suppose, des repères, pour pouvoir dire ben là ça devrait être droit. On va voir ce que ça va donner. Forcément, il nous a énormément modifié le cadre. Si je fais les deux, il va vouloir faire aussi horizontal comme ça. Alors, je sais pas comment on valide tout ça pour confirmer la perspective. Pas l'impression qu'il ait modifié quelque chose. Je vais éteindre le module pour voir. Donc, je suppose qu'il faut encore valider d'une façon ou d'une autre.
Cadrage, oui. Aspect libre. Guide son. Perspective. Les deux. Les petits icônes qui sont apparus là. Active, désactive les zones sous-exposées en haut, clic droit. Activer, désactiver les zones sous-exposition et sous-exposées. Axe rapide pour les styles, axe rapide au pré-réglage et favoris. Alors comment on valide ce recadrage là? Faire OK. Alors effectivement, c'est assez puissant quoi. Pour du recadrage, c'est du recadrage quoi. Bon, il a fait ce qu'on lui a demandé, hein, il a clairement redressé. Par contre, c'est clairement honnêtement, Lightroom n'aurait pas fait mieux hein, sur une telle photo. C'était tellement pris au grand angle et tellement déformé que de toute façon, on peut pas obtenir mieux. Donc correction appliquée. Ok. Alors je sais pas comment on valide en quelque sorte ce recadrage pour dire voilà c'est maintenant comme ça que je le veux. Apparemment il faut cliquer sur l'outil. Pour valider le choix. Bon, admettons, hein, le but c'est pas de faire la photo parfaite, mais on a vu en tout cas que c'est assez puissant et assez fidèle, on va dire, le système par rapport à ce qu'on peut trouver à la concurrence avec les repères pour pouvoir changer les perspectives. Après, on a la courbe de base. Donc ça, c'est une fameuse courbe de niveau qui permet de faire les changements. Donc je suppose qu'on peut voilà, rajouter des points pour pouvoir modifier une courbe. Alors c'est utilisé essentiellement pour remettre un peu de contraste, notamment avec la fameuse courbe en S. Si vous ne savez pas ce que c'est, n'hésitez pas à regarder comment on peut faire ça. Et en gros, on va mettre un point dans les hautes lumières, un point dans les basses lumières, et donc mettre un petit peu plus de haute lumière et retenir cette courbe en S comme ça qui va nous augmenter le contraste. J'enlève la courbe. Après donc on a l'orientation. Rotation, c'est la rotation en fait. L'exposition. Donc on avait tout à l'heure aussi déjà un contraste lumière saturation et ombre lumière. Donc là c'est l'exposition je pense générale. Donc si on veut mettre un peu plus de noir. On va faire que les noirs soient beaucoup moins noirs, donc tendre vers le gris. Ça peut être pas mal pour contraster ou décontraster en fonction des zones noires qu'on va avoir. L'exposition, bah, c'est l'exposition générale, je suppose, de la photo. Ouais, c'est ça. Donc c'est toute l'exposition de la photo. Donc ce qui est pas mal, c'est chaque fois, hein, je ne vais pas le répéter, mais vous avez chaque fois la possibilité de faire des masques. Max paramétrique. Je sais pas s'il y a la possibilité de voir sur la fusion sur le canal. On va pas trop toucher à ça pour l'instant, hein, ça a l'air d'être très puissant.
Ensuite, donc le dématrissage. Je sais pas, regardez si on avait une aide qui était claire là-dessus. Apparemment non, pas comme ça en tout cas. Donc méthode PG rapide, Amaze, Wing 4, monochrome, expérimental, un seuil, message de couleur, correction des verts. On va activer l'effet pour voir ce que ça peut faire. Hein. On a réfléchi, bon, pas grand chose pour l'instant. De toute manière, on va pas s'attarder sur chacun des modules, c'est pas le but de cette découverte de Darktable, c'est de voir un petit peu comment on peut l'utiliser. Reconstruire haute lumière. Donc ça, normalement, ça doit toucher que sur les hautes lumières. Ajuste le seuil de troncature pour éviter les hautes lumières en magenta. Ok. Donc on nous dit on ne devrait pas avoir à toucher ce seuil. Alors on a vu que en double-cliquant on peut revenir aux paramètres d'origine du module. La balance des blancs, ben ça c'est une notion que vous devez connaître également si vous utilisez Lightroom ou tout autre logiciel de dématrissage, de rotisation, et si vous faites tout simplement de la photographie, parce que la balance des blancs c'est un des paramètres très importants au niveau de la prise de vue. N'oubliez pas de toujours gérer votre balance des blancs au minimum en automatique si vous voulez pas vous embêter avec, mais le mieux c'est encore de gérer vous-même la balance des blancs qui correspond à la lumière du moment. Donc on peut jouer sur la teinte, la température, sur la quantité de rouge, vert, bleu, et on a des pré-réglages. Hein, donc les pré-réglages qu'on peut retrouver également soit dans l'appareil photo, soit dans le logiciel comme Lightroom. Lumière du jour, ombragé, nuageux, incandescent, fluorescent, avec du blanc chaud, fluorescent blanc froid, fluorescent blanc jour et fluorescent jour et flash. Donc pour ce qui nous concerne ici, c'était on va dire on pouvait gérer donc soit en lumière du jour, donc là c'est beaucoup plus bleuté, en ombragé parce que il y avait du soleil mais il était un peu couvert, donc beaucoup plus chaud du coup, et nuageux normalement un peu plus bleuté. On va laisser en ombragé. Vous pouvez aussi tout simplement jouer sur le curseur de température. C'est un peu trop magenta là. Donc on peut jouer sur la teinte. Justement, comme je disais, c'est un peu trop magenta. Donc vous pouvez soit accentuer, soit diminuer la quantité de magenta pour aller vers plus dans le vert. On va le laisser transformer. Voilà. Donc vous allez pouvoir gérer comme ça d'un niveau à l'autre. Et la température, donc on va aller soit des valeurs faibles, donc on va être de plus en plus bleu, soit des valeurs plus élevées, et là on va être de plus en plus jaune, orangé, et donc laisser la température qui correspond au pré-réglage si vous préférez, ou mettre volontairement ce que vous voulez en termes de température. Ok, donc là c'est pour on a dit donc les modules de base. Ensuite on a des modules de tonalité. On a le niveau et le courbe de tonalité. Donc ça je vais pas trop utiliser parce que bon ça reste quand même quelque chose d'assez complexe, mais pas tant que ça. Hein. Donc on l'avait vu tout à l'heure, on avait déjà un premier module qui nous parlait de courbe. Comme je vous ai indiqué la fameuse courbe en S. Donc c'est pareil, on peut mettre des différents points pour pouvoir en automatique. Je vais mettre pouvoir gérer donc la courbe un peu plus en S. Alors par contre c'est pas facile
quand je ne connais pas l'outil, mais bon, vous avez compris, le but c'est de modifier les différents niveaux à l'aide de cette courbe. Donc, ça va être ça l'outil pour mettre des points, je suppose, voilà. On va rajouter le plus possible. Alors, de mettre beaucoup de points, l'avantage c'est que ça bloque au niveau du point que vous avez rajouté. Donc ça c'était par rapport au mode lab. Alors, mode lab, c'est un peu compliqué, donc je vais pas rentrer dedans. Mais ça permet de changer la luminosité et puis la composante A et B en termes de couleur. Qu'est-ce que nous avons aussi? Donc le niveau c'est plus simple, hein. C'est le niveau ici des ombres, donc partant du plus noir et ici au plus blanc. Si je déplace ici le niveau, ça veut dire que je considère que le blanc sera de plus en plus vers le centre de l'histogramme, donc tout ce qui est ici sera blanc. Si bien sûr je pousse au maximum, tout va devenir blanc sur ma photo. Et pareil pour le noir, donc ici je considère que le vrai noir il n'est pas là, mais il se trouve là où se termine l'histogramme. Donc ma photo, et donc je vais en quelque sorte obtenir le point noir, mais en plus je vais pousser vers la droite, et plus je vais donc avoir tout ce qui n'est pas encore tout à fait noir qui va le devenir, et forcément on peut aller comme ça jusqu'au tout noir. Il ne reste plus qu'une petite partie de haute lumière là, tout en bas à droite. Donc voilà, c'est pour ces deux niveaux. Qu'est-ce qu'il nous reste? Donc il nous reste des modules de couleur, un profil de couleur de sortie. Donc ici on est en module sRGB, et vous savez peut-être il existe d'autres profils, sachant que pour le web, hein, donc c'est le RGB qui suffit. Et après vous avez le Adobe RGB, et ça peut être intéressant de gérer les profils en fonction de la sortie voulue. Si le but c'est d'imprimer, votre imprimeur peut très bien vous demander d'avoir un profil de sortie en Adobe RGB, voire en ProPhoto. Bon, c'est assez rare hein, de toute façon, puisque les imprimantes elles vont imprimer en sRGB. Après vous avez la correction des couleurs. Je suppose que c'est pour dire tiens, telle couleur tu vas tendre plutôt, cette couleur là va tendre plutôt dans ce style là. C'est pas mal pour réchauffer et pour changer un petit peu la dominante. Monochrome. Je pense qu'on va pouvoir jouer un petit peu. Alors est-ce qu'on va tendre vers le vert ici? Pas forcément. Celui-là est un peu plus énigmatique, mais bon, j'aurai l'occasion de vous y pencher. Profil de couleur d'entrée, ça c'est en fonction de d'où c'est venu, de quel profil c'est venu. C'est ce que les appareils photo vont sûrement faire de la Adobe RGB au maximum. Et en profil Adobe RGB compatible. Oh, vous avez vu qu'on a, avec toutes ces modifications, on a pas mal changé la nature de la photo depuis qu'on la triture dans tous les sens. Je vais désactiver le monochrome. Correction des couleurs. On va remettre en matrice standard pour le profil. Ok, donc après, renforcer la netteté, ça vous avez aussi pas mal d'outils, ça ressemble pas mal hein, pour ça à Lightroom, en termes d'outils, de crayon, quantité et seuil. Alors je suppose qu'il doit y avoir des combines un petit peu à Lightroom qui permettent de gérer peut-être le niveau visuel que ça a, l'impact que ça a par rapport à si vous modifiez le seuil, mais là je sais pas trop. Correction des objectifs. C'est bien ça d'avoir une correction si jamais
il reconnaît le profil de votre appareil photo. Elle ne reconnaît pas parce que bon, c'était un modèle Samyang 14 mm. Vous voyez, ça a tout de suite enlevé un petit peu la déformation produite par naturel de l'objectif. Donc sur la distorsion et sur le chromatisme, donc la distorsion par rapport à l'objectif, la façon naturelle qu'il a de déformer les lignes droites, et le chromatisme, ben ça c'est les séparations chromatiques, notamment visibles sur quand vous avez des zones avec un fort contraste, vous allez avoir des bandes magenta ou vertes qui vont se faire autour. Et ça c'est les aberrations chromatiques et il peut être intéressant de les corriger. Alors, on a un dernier groupe d'effets, vignettage, grain et filtre dégradé. Donc le vignettage, on connaît ça, hein, pour un petit peu accentuer sur le centre ou pas d'ailleurs, parce qu'on peut visiblement le déplacer, et faire un vignettage plus fort à certains endroits, ou très centré, et avec un vignettage plus ou moins important. Ouais, c'est pareil que si on le déplaçait comme ça. L'échelle, je pense que c'est pour le faire plus ou moins fort. Voilà. Forcément, si je réduis l'échelle, ben, ça va être de plus en plus vignetté. Ok pour le vignettage. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est zoomé. J'ai essayé à zoomer dans la photo, mais pas de mon propre chef. Hein, bon, j'essaie de zoomer, ok. En grain. Donc, il est à 1600 ISO. Donc, on peut jouer ici sur s'il y a du grain ou pas sur la photo. En fait, si vous en êtes déjà arrivé là, c'est que vous avez fait déjà un traitement assez poussé sur votre photo. Dégradé. Donc ça c'est du traitement localisé qu'on peut en avoir aussi sur Lightroom. Ok, donc bah, tout ça c'est pas trop mal, hein. Donc on voit que c'est un outil très puissant, très intéressant. Il y a quand même une courbe d'apprentissage qui est assez importante et à mon avis il faut pas mal regarder de vidéos, ce qui doit être assez facile à trouver parce que c'est un logiciel qui est plutôt montant et déjà je sais une forte communauté en français. Donc on peut se faire la même avec des vidéos, des tutoriels pour nous expliquer un peu tout ça. Vous avez vu que pour quelqu'un qui n'a pas encore ouvert le logiciel, c'est pas si compliqué que ça de s'y faire. Hein, on arrive assez rapidement à aller toucher un petit peu tous les curseurs et regarder un peu ce que ça donne. En bas, il y a marqué plus de modules, donc je suppose qu'elle nous permet d'obtenir plus de modules que ceux qui existent déjà de base et peut-être à avoir des modules plus ou moins importants, plus ou moins forts. Ça peut être intéressant. Voilà, et puis bon, il y a de quoi s'amuser, il y a de quoi toucher, il y a de quoi faire des modifications importantes. On peut pas mal, l'idée de mettre des favoris pour se faire un petit peu vu qu'il y a pas mal de modules, de se mettre les modules qu'on utilise le plus souvent, de les mettre en favoris et d'avoir accès directement ici. Ici, c'est tous les modules qui ont été activés, donc il y en avait quelques-uns tout à l'heure, mais à force d'en activer des nouveaux, vous voyez qu'il y en a déjà pas mal.
Et donc penser à déplier et replier les petits triangles pour voir d'abord le menu principal et puis après le déplier pour voir les paramètres du menu. Et sinon, vous pouvez gérer par chaque famille de modules pour voir que ceux qui s'occupent de l'exposition, que ceux qui s'occupent de la tonalité, ceux des couleurs et ceux qui s'occupent de l'amélioration et des effets. Donc c'est pas mal, donc c'est un logiciel qui est à retenir, qui est très intéressant, qui a le mérite d'exister sur les trois principales plateformes, hein, donc Linux, macOS et Windows, et qui est, je le répète, donc dans l'univers du libre, donc ce qui ne veut pas forcément dire gratuit, mais en l'occurrence il est gratuit, et donc est un très bon outil de dérotisation pour pouvoir développer les fichiers RAW et les exporter en format final. Voilà, j'arrête ici pour la découverte de Darktable et puis je vous dis à une prochaine fois.